Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette quatrième et avant-dernière séance de ce cycle de séminaires qui, comme vous le savez, sont consacrés au rapport entre la littérature et le patrimoine par le truchement de la commande. Je vous propose de passer maintenant à la deuxième communication d'aujourd'hui qui nous sera donnée par Reindert Dont. Donc, Reindert est professeur de littérature hispanique à l'Université d'Anvers. Ses recherches portent sur la littérature latino-américaine contemporaine avec un intérêt particulier pour la pensée décoloniale, les études sur la violence et l'intermédialité. Son expertise se situe dans les domaines de l'analyse du discours, des études de la mémoire et de la théorie des affects. Ses recherches actuelles portent sur la représentation de la violence dans la culture latino-américaine, ainsi que sur la relation entre le musée et la fiction littéraire. Ces travaux interrogent l'éthique de la représentation et les questions de restitution-réparation en s'appuyant sur les études de musée, les études visuelles et l'anthropologie. Il est l'auteur de Carlos Fuentes y el pensamiento barroco, paru en 2015, et il a co-dirigé, entre autres, les volumes collectifs Afectos y violencias en la cultura latinoamericana, paru en 2022, et de Transatlantic Practices of Fascisms and Populisms from the Margins, The Cultural Politics of Us versus Them, paru en 2025. Et sa communication aujourd'hui s'intitule Réécrire le musée, réécrire le British Museum et sa vocation universelle, le cas de Volver a contar. Reindert, je te laisse la parole. Oui, un très grand merci, Chiara, pour l'invitation. Tout d'abord, je voudrais dire que ça fait au moins une quinzaine d'années que je n'ai pas pu donner une communication en français, donc il y aura pas mal de faux amis. Et c'est aussi la raison pour laquelle je vais lire mon texte. Et je voudrais dire d'avance que je vais m'attarder moins sur les conditions de possibilité ou les aspects institutionnels, logistiques, disons, que sur les textes eux-mêmes et les problématiques qui se lèvent en matière de culture de la mémoire, notamment en ce qui concerne leurs intentions décoloniales, puisque c'est ça ce qui m'occupe dans mes propres projets de recherche, et comment ces textes remettent en question le discours universaliste des musées. Donc je m'intéresserai en particulier à la manière dont ces initiatives permettent de penser le patrimoine matériel à travers des récits centrés sur des objets concrets, plus particulièrement des objets coloniaux. Et je voudrais ainsi explorer différents modes d'écriture des objets dans ces projets et proposer une brève analyse à la fin d'un récit particulier en m'appuyant sur un cadre théorique qui combine un peu Object-Oriented Narratology, la théorie décoloniale latino-américaine et dans une moindre mesure les études des affects. Et je voudrais commencer par un court extrait vidéo, mais je vois que probablement vous n'allez pas écouter le vidéo parce que à ce moment-ci, je n'arrive pas à changer le microphone, mais essayons-le. Non. Non. Dans ce cas-là, je vais tout simplement commenter ce que vous voyez. Donc, vous voyez l'acteur britannique Elander Moore, invité par le British Museum à interpréter son poème The Ballad of Joe Bloggs lors de la Journée nationale de la poésie organisée en automne au Royaume-Uni. La performance, filmée devant les colonnes de la façade du musée, puis diffusée sur les réseaux sociaux de l'institution, mobilise l'ironie verbale et situationnelle et joue avec les tropes patriotiques afin d'inciter les Britanniques à affronter leur passé colonial. Moore établit un parallèle entre le traitement réservé au patrimoine étranger et celui des migrants, tous deux présentés comme des héritages du colonialisme. Son poème met en lumière l'hypocrisie des discours xénophobes et nationalistes de certains hommes politiques qui dénoncent les migrations tout en ignorant leur propre position de ce que Michael Rothberg
appellerait des sujets impliqués, hein, c'est-à-dire des bénéficiaires historiques de l'invasion, du pillage et de l'esclavage perpétrés dans les contrées lointaines de l'Empire. Dans le cadre même du musée, cette critique acquiert une résonance particulière, tant l'institution que son public apparaissent comme impliqués, comme sujets impliqués, entourés des traces matérielles et d'histoires inconfortables trop souvent oubliées ou déniées. Dans le climat politique actuel, il n'est guère surprenant que le poème de Moore sur la panique nationaliste et la responsabilité transgénérationnelle ait immédiatement suscité des titres sensationnalistes tels que Woke Museum Fury dans certains tabloïds de droite afin d'alimenter les guerres culturelles, hein, de Culture Wars. L'initiative du British Museum visant à atteindre un public plus jeune et plus diversifié a été dénoncée comme antipatriotique et divisive. Ces réactions font écho à des controverses similaires de l'autre côté de l'Atlantique où des acteurs politiques ont accusé des institutions telles que le Smithsonian de déformer l'histoire et de promouvoir un agenda de justice sociale prétendument partisan. Au Royaume-Uni, le poème de Moore a également été rejeté par des commentateurs conservateurs comme moralisateur, comme polarisant et comme marqué par une forme de haine de soi. Selon eux, il incarnerait une posture culturelle élitiste cherchant à s'excuser du passé colonial britannique tout en méprisant les inquiétudes populaires liées à la migration. Certains commentateurs ont même tourné en dérision l'idée que, sous l'effet de cette position et de cette politique officielle du regret, d'autres nations puissent désormais réclamer la restitution de ce que ces commentateurs ont appelé leur casserole et poêle. Ces réactions reposent sur le fantasme de la neutralité du musée, une fiction soutenue depuis des siècles par un discours universaliste qui nie son propre lieu d'énonciation. Comme l'ont montré Walter Mignolo et d'autres penseurs décoloniaux, un tel discours naturalise une vision du monde particulière et en la présentant comme universellement valable, tout en effaçant les autres perspectives. Par exemple, Aníbal Quijano parle aussi à ce respect de la colonialité du savoir. Dans le cas du British Museum, cette logique a longtemps servi à justifier la mission civilisatrice de l'institution tout en occultant la dimension politique des choix curatoriaux. La déclaration je ne l'ai pas ici. Pas de problème. La déclaration sur l'importance et la valeur des musées universels de 2002, signée par les directeurs des grandes institutions comme le Louvre, le Met ou le British Museum, illustre parfaitement cette posture. Elle affirme que les musées conservaient les objets au nom de l'humanité, impliquant ainsi que les artefacts acquis dans des contextes coloniaux devraient rester là où ils se trouvent aujourd'hui. Cette rhétorique de l'universalité, apparemment inclusive et favorable à un accès élargi, parfois gratuit, aux collections patrimoniales mondiales, détache simultanément les objets des histoires vécues de leur communauté d'origine, masque la violence de leur acquisition et légitime leur rétention. Le musée a traditionnellement été imaginé, comme vous savez, comme un temple de l'art et du savoir, une enclave sereine préservée des turbulences politiques, mais cette idée de détachement et de contemplation désintéressée a été historiquement fascinée par des idéaux eurocentriques d'autonomie esthétique et par une séparation entre émotion et connaissance. Or, cette conception est aujourd'hui remise en question à mesure que les musées deviennent des arènes de contestation où des activistes mobilisent les affaires et l'attention médiatique afin de dénoncer la complicité institutionnelle avec des histoires extractivistes et coloniales. L'économie affective des musées ethnographiques, par exemple,
s'est profondément transformée depuis l'émergence d'une muséologie plus réflexive dans les années 90 et la récente vague de décolonisation. Des objets autrefois présentés comme symboles de fierté nationale ou de grandeur civilisationnelle suscitent désormais malaise, culpabilité ou honte. Ils fonctionnent comme des aides-mémoires de l'extraction culturelle, transformant les visiteurs en témoins inconfortables de violences historiques. Le British Museum, autrefois partie intégrante de ce que l'on pourrait appeler l'archive impériale, occupe désormais une position plus ambivalente. Il reste néanmoins profondément inscrit dans la mémoire nationale britannique. Son existence même et ses collections matérialisent la logique impériale qui a rendu possible l'accumulation des cultures du monde. Ce n'est que récemment que le musée a commencé à pluraliser ses récits et à déstabiliser le cadre universaliste qui orientait autrefois le regard du visiteur. Ce même cadre qui lui permettait de présenter comme le gardien de la mémoire du monde, comme on peut lire sur le site web, et de redéfinir la possession d'objets issus de l'époque coloniale comme une forme de gestion désintéressée au nom de la conservation. Le musée intègre désormais des voies multiples, collabore avec des communautés autochtones et met au jour des histoires contestées, esquissant ainsi un cadre mémoriel plus transnational et plus complexe, disons. Un cadre qui reconnaît le caractère entremêlé et souvent hybride du patrimoine culturel et qui met en évidence les différentes valeurs de la mémoire selon le point de vue adopté. Dans cette configuration évolutive, le British Museum ne se contente plus d'affirmer une vision célébratoire du passé national ou une mission civilisatrice universelle, pas plus qu'il ne symbolise simplement la face sombre de l'impérialisme britannique. Il met plutôt en scène les tensions entre ces différentes positions, apparaissant comme une institution traversée par une dynamique globale, complexe, où différentes mémoires sont négociées et s'entrecroisent de manière multidirectionnelle. Dans ce qui suit, je m'intéresserai aux logiques affectives et aux potentiels réparateurs des différentes manières de narrativiser le patrimoine matériel. Je m'intéresse tout particulièrement aux récits centrés sur les objets et à la fiction muséale. Si de nombreux romans prennent le musée pour décor depuis le 19e siècle, la dernière décennie a vu émerger une augmentation notable d'œuvres littéraires commandées par les musées eux-mêmes. Ces textes fonctionnent simultanément comme des réévaluations critiques des collections institutionnelles et comme des instruments de médiation culturelle, de soft power ou même de colonial whitewashing ou blanchiment colonial. Leur apparition reflète une transformation plus large des pratiques curatoriales. On passe de la figure du conservateur, comme savant détaché et gardien neutre des objets, à celle d'un activiste engagé et médiateur culturel mobilisant la collaboration artistique afin de questionner et de reformuler les récits institutionnels. Parmi les exemples récents, il faut aussi la diapositive sur la déclaration que j'avais citée auparavant. Mais parmi les exemples récents figurent le programme de résidence et la collection éditoriale Escribir el Prado, lancée en 2023 par le Musée national d'art espagnol avec la participation d'auteurs prestigieux tels que Coetzee, Arichis ou Tokarczuk. L'anthologie Poésie du Louvre a quant à elle réuni 100 poètes invités à réinterpréter les chefs-d'œuvre du musée, tandis que Umberto Eco ou Toni Morrison avaient auparavant été commissaires invités d'expositions temporaires. Il y a énormément d'initiatives pareilles que certains d'entre vous ont aussi examinées dans vos contributions. Une initiative comparable est née de la collaboration entre le HAI Festival et le Santo Domingo Center of Excellence for Latin American Research
du British Museum. Ensemble, ils ont publié 2 anthologies. La première, intitulée Volver a contar, escritores de América Latina en los archivos del Museo Británico, rassemble 10 écrivains latino-américains, dont certains d'origine indigène, qui ont chacun choisi un objet conservé dans les réserves latino-américaines du musée britannique, afin de le réimaginer sous la forme d'une nouvelle, d'un conte ou d'une chronica, qui est le terme en espagnol réservé pour un genre hybride mêlant procédés littéraires et journalistiques. Entassés dans les entrailles du musée, ces objets sont invisibles dans un double sens. Invisibles par les communautés auxquelles ils appartenaient autrefois et inaccessibles aux visiteurs ordinaires. Chaque contribution est accompagnée d'un commentaire rédigé par un conservateur ainsi que d'une photographe de ce que certains conservateurs plutôt activistes ont appelé des objets de l'objet paresseux, lazy artifact. C'est un terme qui désigne des objets jamais exposés et qui ne participent pas activement, disons, à la mission muséale, et qui sont aussi dans le livre reproduits et identifiés avec leur numéro d'inventaire. Bien que présenté comme un dialogue créatif entre conservateurs et écrivains, le projet soulève une question critique. Dans quelle mesure les paratextes curatoriaux réintroduisent-ils et réaffirment-ils précisément les hiérarchies et récits culturels que cette collaboration cherche à déstabiliser? De manière implicite, l'anthologie critique à la fois le débordement des réserves et la logique impériale d'expansion qui sous-tendait autrefois son désir de collecting the world, comme collectionner le monde étant des titres sur des livres, des études sur le musée britannique. Suite au succès de ce premier volume, une seconde anthologie, voici vous avez une image pour illustrer cette idée de inventory overflow, de ce débordement des réserves. Mais suite au succès donc de cette première anthologie, une seconde a été publiée sous le titre Exploradores, Soñadores y Ladrones. 6 auteurs venus d'Amérique latine, des Caraïbes, ainsi que l'avocat et l'écrivain britannique Philip Sands, ils travaillent à partir de ce qu'on appelle en anglais eth-docs, des dossiers ou des fiches ethnographiques qui ne sont pas encore accessibles dans la base de données en ligne de l'institution. En revisitant ces matériaux peu explorés, le projet met à jour des rapports de pouvoir asymétriques qui structurent à la fois le musée et la discipline aussi, la discipline anthropologique. Ces initiatives remettent en cause l'idée de l'archive comme dépôt statique et objectif et révèlent ce qu'elle omet, déforme ou dissimule. Elles interrogent la rhétorique de neutralité qui a longtemps gouverné l'écriture muséale et contestent ce qu'on appelle en allemand Deutungshoheit, c'est-à-dire l'autorité interprétative des conservateurs. Les interventions littéraires qui en résultent réimaginent les objets ayant autrefois nourri un imaginaire colonial et défini par le regard classificatoire du musée comme des preuves de différence culturelle. Ces textes soulèvent des questions fondamentales. Dans quelle mesure de telles initiatives peuvent-elles constituer des formes de réparation en l'absence de restitution matérielle? Comment la fiction muséale, d'archives ou archivistique, disons, peut-elle enrichir la réflexion sur la réparation et reconfigurer des pratiques institutionnelles de soins, care, en déplaçant l'attention des objets vers des personnes et les expériences qu'ils portent, tout en les resituant dans leur singularité historique et culturelle plutôt qu'en les universalisant. En animant ce que les musées ont longtemps considéré comme une matière inerte,
Ces textes mobilisent la mémoire culturelle, le musée étant souvent conçu comme un dépôt statique qui solidifie ou stabilise la mémoire culturelle comme une institution centrale de ce que Aleida Assmann appelle la archival memory, la mémoire archive, et imagine ou suscite des réponses affectives que le discours curatorial peine souvent à accueillir. Nombre de ces textes interrogent la double appartenance des artefacts, les contradictions entre leur propriété morale et juridique, ainsi que leur statut ambigu d'artefacts ethniques et d'objets muséaux ethnographiques. Ce faisant, ils mettent en lumière les enjeux éthiques, juridiques et même épistémologiques liés à leur exposition ou à leur invisibilisation. Dans ce contexte d'obstacles juridiques, tels que, et je me réfère en particulier au British Museum Act de 1963, qui interdit le retrait des collections et empêche la restitution d'objets contestés comme les marbres du Parthénon ou les bronzes du Bénin. Ces textes proposent des formes narratives de réparation. En dotant les objets d'une voix et d'une dimension affective, ces fictions centrées sur les objets mettent en œuvre une forme de restitution symbolique. Elles réaniment ce que l'institution a pétrifié et transforment, selon moi, les artefacts en interlocuteurs d'une conversation sur les héritages du colonialisme et de la mémoire collective. De manière générale, on peut distinguer, à mon avis, trois grandes façons de narrer, de compter les objets muséaux. La biographie, la nécrographie et ce que j'appellerais la fabulographie. Chacun de ces modes narratifs est structuré par un cadre mémoriel dominant et une logique affective particulière qui détermine la manière dont ces objets sont compris et vécus. Ces approches envisagent les objets comme des acteurs qui, à de degrés divers, transmettent des émotions, suscitent des attachements et médiatisent la compréhension historique. Ce faisant, elles remettent en question le mode épistémique traditionnel des musées fondé sur la recherche empirique, l'ordre typologique et la distance émotionnelle afin de stabiliser le sens. Les récits centrés sur les objets montrent ainsi que le savoir patrimonial n'est jamais purement factuel ni entièrement désaffecté. Ils ouvrent ces objets parlants, ces telling objects, à d'autres formes d'engagement privilégiant la relationnalité et la résonance plutôt que la logique classificatoire qui domine les catalogues muséaux. Le premier mode biographique constitue la forme la plus établie, la plus institutionnellement légitimée de narration des objets. Il s'incarne notamment dans la notion de biographie culturelle des choses élaborée par Igor Kopytov, qui considère les objets non comme des porteurs statiques de signification, mais comme des agents sociaux dont l'identité et la valeur sont constamment renégociées à travers leurs usages et circulations successifs, passant d'un régime de valeur à un autre. Un régime rituel, domestique, commercial ou muséal. Pour Kopytov, la valeur d'un objet n'est pas intrinsèque. Elle est produite par la succession des échanges et des contextualisations qui traversent. Cette perspective biographique informe des pratiques curatoriales telles que les recherches de provenance qui tracent les trajectoires des artefacts jusqu'à leur communauté d'origine et leurs propriétaires précédents. Toutefois, l'application aux collections non européennes, ces recherches tendent souvent à se concentrer presque exclusivement sur la découverte de l'objet, son acquisition et son intégration dans des collections métropolitaines, réinscrivant ainsi un cadre eurocentrique. Cette logique
Sous-ton, par exemple, A History of the World and 100 Art Objects de Neil MacGregor, ouvrage de vulgarisation scientifique rédigé par l'ancien directeur du British Museum. MacGregor adopte une posture universaliste en racontant la vie des objets comme partie intégrante d'une histoire collective de l'humanité. Le musée apparaît alors comme une hétérotopie foucaldienne ou une espèce de aleph borghésien permettant de contempler le monde entier et en toutes ses époques en un seul lieu, comme si l'institution ne porterait pas British dans son nom. Dès lors, le livre met surtout en avant la valeur historico-artistique des objets comme héritage de l'humanité, ainsi que les différentes couches de sens accumulées au sens de leur trajectoire. Cependant, l'ouvrage passe largement sous silence les méthodes de collecte problématiques, les formes d'exploitation coloniale ou de violence épistémique qui font partie du cycle de vie de nombreux objets. Il n'adopte pas non plus une perspective constructiviste sur la manière dont ces objets sont devenus des objets disciplinaires, c'est-à-dire des objets archéologiques, ethnographiques, etc., ni sur la façon dont elles ont été enfermées dans un ordre classificatoire encyclopédique proposant une codification particulière du savoir, tout en occultant les pertes provoquées par la diaspora matérielle de cultures entières et en perpétuant ainsi des récits biaisés et impériaux. Sur le plan affectif, ce mode est dominé par la fascination et la curiosité, souvent accompagnée d'une certaine fierté envers la mission de collecte de l'institution et sa vocation universaliste. Le musée apparaît comme un réservoir d'émerveillement, un trésor rempli de chefs-d'œuvre venus du monde entier. Pourtant, cette structure affective révèle également les contradictions de l'approche biographique. Elle favorise l'attachement à la collection en tant qu'accomplissement de préservation des savoirs matériels, tout en masquant fréquemment les conditions asymétriques dans lesquelles les biographies se déploient. Le deuxième mode, nécrographique, correspond à ce que l'archéologue Dan Hicks appelle death writing, écriture de la mort. Il met au premier plan les circonstances souvent violentes dans lesquelles des patrimoines contestés sont entrés dans des collections muséales comme butin de guerre ou de l'Empire arrachés à leur communauté d'appartenance. Hicks décrit ce type d'écriture comme forensic, donc médico-légal, mais ce qui a aussi une connotation avec le forum donc à Athènes par exemple. Donc il y a toujours aussi une référence à un témoignage et une discussion démocratique, mais aussi évidemment il s'agit d'une écriture, disons, mélancolique, puisque centrée sur la mort. Et ce sont des objets, disons, dépouillés de leur vitalité rituelle, de leur résonance sociale, de leurs usages locaux. En ce sens, l'objet est à la fois saisi et perdu, matériellement préservé mais coupé du réseau de relations qui lui donnait autrefois vie. En retraçant le processus de destruction allant de l'extraction culturelle à la muséalisation, cette approche montre comment les musées demeurent complices d'une violence culturelle continue. L'expression polémique de Hicks, British Museums, c'est-à-dire musées brutaux et pas britanniques, souligne à quel point les institutions patrimoniales continuent d'exposer des objets pillés et restent des monuments à la supériorité occidentale. Cependant, cette écriture de la mort demeure largement eurocentrique aussi. Elle tend à réduire les objets muséaux orphelins à des simples indices de
de chasse ou de chasse, disons, de chasse au trophée impérial, hein, à des emblèmes d'épistémicide ou de salvage anthropology, hein, cette anthropologie du sauvetage, mettant ainsi davantage l'accent sur leur victimisation, hein, que sur leurs origines créatrices ou leur potentiel de renouvellement. En raison de ce caractère unilatéral, le registre affectif suscité par l'écriture nécrographique, colère, indignation, hein, mélancolie, possède une urgence politique certaine, mais demeure difficilement réparateur. Ces effets peuvent sensibiliser à la violence historique, mais ils risquent également d'accentuer le sentiment d'impasse plutôt que d'ouvrir des voies de dialogue entre les différents acteurs concernés. Par analogie avec les modes biographiques et nécrographiques, le troisième mode peut être qualifié de fabulographique. Au lieu de reconstruire la provenance ou de s'attarder sur la perte, il comble de manière imaginative les lacunes de l'archive en réinventant les usages, trajectoires et significations inconnues des objets, tout en spéculant sur leur futur possible. Ce mode réactive la métaphore du musée comme mausolée en cherchant à rendre vitalité à ce qui a été figé par la logique conservationniste. S'inspirant de la notion de critical fabulation, fabulation critique, développée par Saidiya Hartman, la fabulographie combine l'invention narrative et l'enquête historique afin de récupérer ce que Walter Mignolo a appelé stolen memories, hein, mémoire volée, et ils permettent aussi de renouer avec des traditions de savoir interrompues. La possession a certes endommagé des cultures et leurs ressources créatives, mais elle peut aussi constituer un réservoir de potentialité, hein, non pas en effaçant les cicatrices du passé, mais en les reconnaissant et en les intégrant dans un récit fondamentalement ouvert. Ces récits sont souvent de nature autofictionnelle et mettent en évidence la positionnalité du narrateur à la première personne. Ils incorporent également des épistémologies autochtones qui envisagent la matière comme animée et relationnelle, hein, comme vibrante, selon Jane Bennett, quelqu'un qui travaille sur le terrain de New Materialism, le matérialisme nouveau, remettant ainsi en question les dualismes occidentaux entre nature et culture, hein, personne et objet, passivité et agentivité. Sur le plan affectif, la fabulographie cultive des émotions ambiguës. Un mélange d'émerveillement, de deuil, de malaise, de résilience et d'espoir. Elle ne monumentalise pas la perte et ne propose pas non plus une rédemption facile. Elle favorise plutôt une forme d'intimité critique avec l'objet, invitant les lecteurs à imaginer, sans jamais totalement savoir, et à repenser leur propre position située. Les objets muséaux deviennent ainsi des objets évocateurs, hein, pour reprendre le terme de Sherry Turkle, evocative objects, des compagnons de la vie émotionnelle et des provocations à penser, révélant l'inséparabilité du sentiment, hein, des affects et de la cognition dans notre rapport aux choses. Cette ouverture produit le type d'affect réparateur que Yves Kosowski-Sedgwick associe à un réengagement créatif après une expérience de dommage ou de perte. La posture réparatrice ne cherche ni à annuler le tort, ni à restaurer une totalité imaginaire. Elle habite la fracture et travaille à partir d'elle afin de produire d'autres significations et formes d'attachement.
à l'image du kintsugi japonais, la fabulographie met en évidence les fissures au lieu de les dissimuler. Dans ce sens, il s'agit d'une pratique réparatrice plutôt que de restauratrice. Elle mobilise l'imaginaire comme forme de soin, care. L'engagement créatif envers l'absence, envers ce qui ne peut pas être connu ou restitué, ouvre un espace de réparation, voire de réparation spéculative, où la fiction n'efface pas l'histoire, mais habite ses lacunes et explore des modes alternatifs. Et parfois, ces histoires, comme dans le recueil, dans l'anthologie, aussi dialoguent avec, par exemple, le futurisme indigène. Sur le plan affectif, cette posture ne conduit pas du deuil à la rédemption, elle demeure dans l'oscillation entre les deux, transformant l'ambiguïté et l'incertitude, c'est mon espagnol qui surface, l'incertitude en ressources éthiques susceptibles de susciter une réflexion critique. Chacun de ces trois modes configure enfin une relation particulière au temps. Le mode biographique s'inscrit dans une logique historiciste. Il reconstruit la trajectoire de l'objet dans un cadre chronologique fondé sur un savoir empirique. Le mode nécrographique, en revanche, relève du présentisme. Il relie le passé à travers les impératifs moraux du présent. Et l'intervention des Hicks, par exemple, est motivée par l'urgence de confronter les violences coloniales toujours en cours et de redéfinir le musée comme espace de responsabilité. L'accent porte moins sur la reconstitution ou la reconstruction historique que sur le témoignage éthique. La perte historique est traduite en indignation présente. En ce sens, la posture nécrographique est animée par ce que Paul Ricoeur appelle le devoir des mémoires. Le risque est toutefois de réduire l'artefact à une simple preuve des fautes du passé. Son potentiel à générer de nouvelles significations ou relations s'en trouve limité. Les deux premiers modes construisent donc la temporalité de manière différente. L'un comme un passé clos, l'autre comme un présent perpétuel de mélancolie ou de traumatisme. Le troisième mode, la fabulographie, met quant à lui en œuvre une temporalité spéculative ou dialogique qui entremêle passé, présent et futur, ouvrant un espace affectif dans lequel la réparation devient possible sans pour autant nier la perte. Et en fait, j'avais l'intention d'analyser brièvement aussi des contes qui fait partie de cette première anthologie qui a été écrite par quelqu'un qui est de la nationalité Miché. Donc il s'agit d'une linguiste et activiste et écrivaine indigène. Et ce qui est intéressant, je vais essayer de résumer très brièvement le récit. Mais ce qui était intéressant là-bas, c'est qu'elle s'inspire d'une part elle s'inspire de la science-fiction occidentale, mais aussi du futurisme noir, du futurisme africain. Et en fait, l'histoire se situe au XXIe siècle et l'objet qui a été choisi par Yasnaya Elena Hill est en fait un artefact, un objet tout à fait anodin, qui se trouve dans les réserves du musée. Mais constamment, elle travaille avec ce croisement de temps, puisque c'est un objet qui est un peu, qui a un effet de défamiliarisation, de désautomatisation, parce que c'est un objet
commun qui n'a jamais été utilisé et à cause de cela, il n'est pas reconnu par des artisans du siècle du 22e siècle, un siècle dans lequel il n'y a plus de musée. C'est en fait un récit particulièrement complexe où il y a des références à un imaginaire apocalyptique du 16e siècle, mais qui est combiné aussi avec un imaginaire apocalypte écologique du 21e siècle et dont aussi le capitalisme est aussi mis en rapport avec le colonialisme de façon critique. Et donc, constamment, elle travaille avec ces différents temps, avec l'idée de l'allochronie. En anthropologie, le terme de ce professeur d'anthropologie de l'Université d'Amsterdam, dont le nom maintenant m'échappe, mais en fait, il s'agit d'un objet qui se situe, disons, ailleurs dans le temps. Il produit une sorte de différence comme effet de refus de la contemporanéité des cultures extra-européennes. Donc, en fait, le récit est très complexe, mais je voudrais tout simplement passer à mes conclusions parce qu'on n'a plus de temps. Alors, en guise de conclusion, selon Felwine Sarr et Bénédicte Savoy, auteurs du rapport que vous connaissez très bien, commandé par le président Macron sur le patrimoine africain conservé dans les musées africains, l'acte de restitution tente de remettre les choses à leur juste place. C'est une citation qui provient du rapport et présuppose donc une espèce d'harmonie perturbée par le vol ou le déplacement. Pourtant, la recherche de l'harmonie n'est pas, à mon avis, nécessairement productive. Lorsque la restitution vise à rétablir l'équilibre de manière trop nette, elle risque de neutraliser le conflit et d'effacer les traces de la dépossession coloniale. La restitution peut et doit faire partie d'un processus décolonial plus large, mais ce processus doit dépasser le simple retour physique des objets, précisément parce que la clôture risque de produire de nouvelles formes d'amnésie. Souvent, la restitution fonctionne comme un geste symbolique inscrit dans les rapports de pouvoir néocoloniaux ou comme une stratégie de valorisation institutionnelle. Face aux obstacles politiques ou juridiques qui entravent la restitution matérielle, comme on a vu aussi en France, les réappropriations artistiques et ce genre d'initiatives peuvent mettre en œuvre une forme de réparation politique tout aussi, et même voire plus, transformatrice. La plupart des récits réunis dans l'anthologie Volver a contar cherchent ainsi à restituer aux objets déterritorialisés une partie de leur signification originelle et à combler les lacunes de leur biographie. Mais plusieurs récits montrent également que ces objets ont accumulé au fil des temps de nouvelles significations issues de leur déplacement, de leur réappropriation et de leur circulation. Les textes ne mettent donc pas en scène des figures figées ou fossilisées, ils présentent plutôt, pour reprendre le terme de Souleymane Bachir Diagne, des objets mutants, c'est-à-dire des objets qui ont la vocation, à garder leur signification nomade, pour reprendre le terme de Bachir. L'anthologie compose ainsi une sorte de musée imaginaire dans lequel les objets dématérialisés par la fiction sont remis en circulation et réinscrits dans de nouveaux réseaux de sens. Reconnus dans leur polysémie et leur métamorphose, ces objets sont reconnus
comme des médiateurs qui établissent un dialogue entre les cultures dans une histoire partagée et entremêlée, ce qui précisément permet de décentrer l'universel et le discours universel adopté par certains de ces musées soi-disant universels ou encyclopédiques. Et avec cela, je voudrais terminer. Merci beaucoup, Reindert. C'était vraiment passionnant.